Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici et je remercie le centre de presse, ce nouveau centre de presse, d'avoir accepté de m'inviter pour cette séance. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ce que nous avons à Paris, qui s'appelle le Centre d'accueil de la presse internationale ou de la presse étrangère, et qui est un organisme qui est très utile et qui marche et très opportun, dont la création, je crois que c'est grâce à Valérie Tchali, a été très opportune en Ukraine et à Kiev. C'est quelque chose qui manquait et je suis heureux d'apporter ma contribution. Je suis aussi très heureux de participer à cet exercice aujourd'hui, le 20 mars. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas parce que c'est la fête de la francophonie, c'est aussi la fête de la francophonie, mais parce que s'ouvre ce soir, cet après-midi, un Conseil européen qui sera le deuxième en 2 semaines consacré à l'Ukraine. Et cette multiplication des rencontres internationales montre que l'Ukraine a pris une importance considérable et que tous les pays aujourd'hui perçoivent la gravité de la crise. Entre ces 2 conseils européens, nous avons eu plusieurs, 5 ou 6 conseils des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Le dernier, lundi matin, s'est tenu, juste avant le dernier, lundi matin, s'est tenu ce qu'on appelle également une rencontre des amis de l'Ukraine au niveau des ministres. Et mes collègues à Paris me disaient que pas moins de 22, 23 ministres européens avaient participé avec André Dechitsa à cette réunion des ministres des Affaires étrangères. Bon, je suis depuis un peu plus de 2 ans en Ukraine et les réunions précédentes des amis de l'Ukraine, entre guillemets, rassemblaient quelques hauts fonctionnaires, pas de tous les pays. La présence nombreuse de ces ministres montre l'importance de la question ukrainienne. Aujourd'hui et demain, les chefs d'État et de gouvernement du Conseil, lors de ce Conseil à Bruxelles, vont faire notamment 2 choses. La première, c'est de réaffirmer leur soutien aux dirigeants ukrainiens, à la nouvelle équipe ukrainienne. Réaffirmer leur confiance dans leur capacité de cette équipe à sortir le pays de la crise et à trouver les bonnes solutions dans cette période difficile. La deuxième chose qui va être faite pendant ce Conseil, ce sera demain, vendredi, ce sera de signer la première partie, la partie politique, entre guillemets, de l'accord d'association Ukraine-Union européenne. Et je veux voir une ironie ou un clin d'œil de l'histoire dans le fait que c'est demain, le 21 mars, que sera signé cet accord, alors que la crise ukrainienne a commencé finalement le 21 novembre, il y a 4 mois, jour pour jour, le jour où le gouvernement Azarov a publié un décret annonçant l'arrêt, la suspension de la signature, des préparatifs de la signature de l'accord d'association. Quel retournement de l'histoire, quel signe de l'histoire en même temps, que le 21 mars, 21 novembre, 21 mars, nous signons quand même avec l'Ukraine cet accord d'association. Nous signerons plus tard, ultérieurement, la partie économique de l'accord, le DCFTA, l'accord approfondi de commerce. Mais d'ores et déjà, la Commission a proposé au Conseil européen, la Commission européenne a proposé au Conseil européen de, je vais utiliser un mot anglais, front load, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, d'avancer, d'anticiper l'application d'un certain nombre de mesures commerciales de cet accord et de supprimer les droits de douane pour les exportations ukrainiennes vers l'Union européenne. C'est une économie de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'Ukraine, pour les exportations, plus de droits de douane. Cette proposition a été faite par la Commission, elle n'a pas été formellement validée, mais elle devrait l'être assez rapidement, peut-être même dès le Conseil de demain.
Voilà ce que je voulais vous dire sur le cadre temporel. Aujourd'hui, demain, étape importante, mais aussi que vous rappelez que toutes les organisations internationales sont aujourd'hui mobilisées sur l'Ukraine. Le Fonds monétaire international, dont la mission présente à Kiev, termine justement demain. Une mission qui a été d'abord prolongée, qui a été une mission de... Je vais encore employer un terme anglais, c'est horrible. Fact-finding, pour établir les faits, mais aussi qui a été une première occasion de discuter de la mise en place d'un accord stand-by avec l'Ukraine. Je vais parler également du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est réuni lui aussi plusieurs fois, encore hier, sur la question ukrainienne. Vous vous rappelez que la dernière réunion, l'avant-dernière, pas celle d'hier, mais celle d'il y a 3 jours, a abouti à une résolution du Conseil de sécurité qui a condamné l'annexion de la Crimée, résolution qui n'a pas été adoptée par le Conseil de sécurité, mais qui a été soutenue par 13 pays sur 15, avec une abstention et un veto. Vous dire également que l'OSCE, cette organisation basée à Vienne qui regroupe 56 pays et que tous les Ukrainiens connaissent, puisque c'est l'Ukraine qui l'a présidée pendant l'année 2013, que l'OSCE cherche depuis plusieurs semaines à faire venir en Ukraine une mission d'observation. Il y a d'abord eu une tentative de faire venir en Crimée une mission d'observation militaire. Cette tentative n'a pas abouti, comme vous le savez. Et il y a également actuellement une tentative de faire venir une mission civile, d'observateurs civils, pour aider à la désescalade, aider pacifiquement, constater et aider pacifiquement à la désescalade. Cette mission n'a pas encore pu être validée, pu être acceptée, mais nous espérons et nous travaillons toujours à ce que cette mission se déploie en Ukraine, dans toute l'Ukraine. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je voulais vous dire en introduction. Je peux encore vous rappeler que, ça c'est une décision un peu plus ancienne, qui date du Conseil européen du 6 mars, donc du début du mois, que l'Union européenne ne se contente pas de déclarations, de promesses, mais également à proposer son assistance financière, assistance lourde, 11 milliards d'euros, l'équivalent de 15 milliards de dollars, peut-être ce chiffre vous dit quelque chose, et qui se décomposeront en assistance, en aide macro-financière, d'abord pour plusieurs milliards d'euros, 3 milliards en fait, et de l'aide au développement, une assistance globale dans laquelle seront mobilisés à la fois le budget de l'Union européenne, les moyens budgétaires directs, mais également les banques européennes, la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD, la Banque européenne d'investissement, pour un montant total pour les deux banques de quelques 8 milliards d'euros, et tous les instruments d'assistance, de conseil sont développés, utilisés pour venir en assistance, venir en aide à l'Ukraine pendant cette période. Inutile de vous dire que l'assistance de l'Union européenne est étroitement coordonnée avec la mission du Fonds monétaire international. Nous voulons que la cohérence, la coordination, les synergies soient maximales entre l'aide du Fonds, accord stand-by, ou peut-être une aide à plus court terme, je ne sais pas encore, et l'aide de l'Union européenne, pour que ces deux paquets importants, considérables, soient utilisés de la meilleure manière possible. Voilà ce que je peux vous dire en ouverture, et je suis naturellement prêt à répondre à vos questions. C'est l'exercice. Germain Moyon de la j'ai deux questions. D'abord, vous avez parlé de la signature demain d'un parti politique. Alors l'accord en général, c'est un accord sur la dominance économique. Donc est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ce que veut dire la partie politique? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez eu vous avez eu des contacts avec le gouvernement ukrainien au sujet de l'application de visas pour les Russes? Et est-ce que vous avez une position des Européens et de la France sur ce sujet-là?
Nous n'avons, je réponds d'abord à votre deuxième question, je n'ai pas eu de contact avec le gouvernement ukrainien sur l'imposition par l'Ukraine de visa pour les Russes. Je ne sache pas que nous nous soyons déjà exprimés en tant qu'Europe ou en tant que France sur cette question. Comme vous le savez, l'Union européenne a adopté un certain volet de sanctions dans un premier temps à l'égard d'un certain nombre de responsables ukrainiens des violences, mais dans un deuxième temps des violences passées, et dans un deuxième temps à l'égard des responsables, de ceux qui sont considérés comme responsables de l'opération d'annexion de la Crimée. Ceci concerne 21, ça a été décidé au Conseil de 17 mars, donc tout récemment, au lendemain du, entre guillemets, référendum. Cette décision concerne 21 personnalités, dont 8 Ukrainiens. Mais il n'a pas été question jusqu'à maintenant, en tout cas l'Union européenne n'a pas eu à se prononcer sur ce problème des visas, des sanctions de visas appliquées aux Russes. Sur la première question, bon, d'abord l'accord est disponible, hein, le texte de l'accord est disponible, la partie politique de l'accord, c'est essentiellement la réaffirmation d'un certain nombre de valeurs. C'est l'affirmation de la nécessité d'un état de droit, de l'accès égal, de la justice pour tous, de l'indépendance de la justice, de la démocratie, de la liberté des moyens d'expression, liberté de la presse, liberté de réunion. Ce sont toutes ces valeurs qui sont rassemblées dans cette première partie, dans ce qu'on appelle la partie politique, et ce sont ces valeurs qui sont bien connues en Ukraine, parce que je crois qu'on peut dire que les Ukrainiens qui se sont battus pendant 3 mois sur Maïdan, à Kiev, mais dans les autres Maïdan, dans les villes, dans les grandes villes d'Ukraine, et j'allais dire, et ceux qui sont morts, et ceux qui en sont morts, les connaissaient bien et se sont battus pour elles. Je ne vais pas rentrer dans une polémique sur les sanctions contre la Russie. Je vais simplement vous dire que pour avoir suivi très en détail le cas de la Libye, et puis vous savez qu'il y a eu non seulement Lockerbie pour la Libye, mais il y a également un autre avion qui est un avion d'UTA qui a également fait non pas 244 mais 180 quelque chose de morts également dans cette même période des années 80. Vous savez, les sanctions, c'est pas quelque chose qui se transpose simplement d'un pays à l'autre. Chaque situation est différente. Les sanctions qui ont été adoptées, qui ont été annoncées, se situent dans une perspective de maintien du dialogue avec la Russie. Nous prenons la fermeté, l'Europe, les Américains, les États-Unis et les autres pays, dont le Canada, prônent la fermeté, mais prônent aussi le maintien du dialogue. Nous avons des intérêts communs avec la Russie, nous avons intérêt à ce que le dialogue soit maintenu, soit entretenu. Et ce qui a été adopté jusqu'à maintenant, c'est une première, puis une deuxième phase de sanctions qui a été adoptée lundi. Il y a encore d'autres étapes qui ont été annoncées, qui ont été mentionnées par le président de la République, par le ministre des Affaires étrangères, notamment lundi à Bruxelles. Ces étapes, nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, la ligne, c'est fermeté, mais dialogue avec la Russie, et la priorité à la voie de la diplomatie et à la voie de la désescalade. Интерфакс Украина, Игорь Соловей. Несколько дней назад... Извините, вы будете по-русски или по-украински? Окей, давайте. Несколько дней назад еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле заявил о том, что Украине необходимо предоставить не только возможность ассоциированного членства, но и рассмотреть возможность о более глубоком уровне интеграции, это предоставить перспективу членства. Каково отношение к этой инициативе Штефана Фюле в Франции? Поддержит ли она ее? Je peux vous répondre en français? Я могу отвечать en français, là, en français. Les déclarations de Stéphane Füle, je ne peux pas les assumer. C'est une position qui a été discutée très longtemps. Le choix entre l'intégration, c'est-à-dire l'adhésion à l'Union européenne, et l'accord d'association est un choix qui a été discuté il y a plusieurs années, qui a été discuté d'ailleurs par le même et avec le commissaire à l'élargissement, Stéphane Füle, et ce choix a été tranché. Il a été décidé que l'accord d'association, qui est, encore une fois, le programme le plus ambitieux, l'accord le plus ambitieux qui ait jamais été signé par l'Union européenne avec un pays tiers. Je dis toujours que c'est le dernier, attention à vos yeux, que c'est le dernier état juste avant l'adhésion, juste avant l'intégration. C'est un très ambitieux programme de gouvernement et programme de coopération. Le choix a été fait par l'Union européenne il y a plusieurs années.
cet accord d'association est pour le gouvernement ukrainien en même temps un programme de gouvernement pluriannuel. Il intègre tout, y compris donc dans le domaine des rapports avec l'extérieur, à travers les aspects économiques et commerciaux du programme et d'investissement du programme. C'est ce choix sur lequel nous nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, demain, cet accord va être signé. Nous parlerons plus tard d'autres options. Commençons par achever le processus qui a été engagé depuis plusieurs années. Дмитро Хилюк, інформагенція Уніан. Пане посол, питання наступне. З огляду на те, що в Україні з'явилася проблемна територія в Криму, наскільки... Давайте я по-русски спрошу вас. Ввиду того, что в Украине теперь появилась территория проблемная, это Крым, какими могут быть перспективы безвизового режима Украины с Европейским Союзом? Спасибо. C'est évidemment un sujet sur lequel nous travaillons très activement et c'est un sujet là aussi qui est ancien. Comme vous le savez, les raisons pour lesquelles l'accord de facilitation des visas n'a pas été plus rapidement mis en œuvre ne tient pas à l'Union européenne, mais tient au fait qu'un certain nombre de décisions, de textes qui devaient être mis en place côté ukrainien n'ont pas été mis en place et que de ce fait, l'Union européenne et l'Ukraine n'ont jamais pu passer à ce qu'on appelle la phase 2 de cet accord. Nous sommes encore dans la phase 1 et nous sommes encore à l'étape où les rapports sur l'exécution de la phase 1 sont en cours d'examen, doivent être examinés par les différentes instances européennes. Donc les raisons pour lesquelles cet accord n'a pas davantage progressé ne sont pas du fait de l'Union européenne. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, avec la situation actuelle, et ce n'est pas tellement l'épisode de la Crimée qui joue là-dessus. Naturellement, la Crimée crée une dimension dramatique, de dramatisation supplémentaire. Mais ce n'est pas l'épisode de la Crimée qui joue dans ce sens. C'est tout simplement le souci de rapprocher l'Ukraine de l'Union européenne, le souci de faciliter l'accès des Ukrainiens à l'Union européenne. Et je pense en particulier à un sujet qui nous est très cher, c'est la mobilité étudiante. Nous voulons que davantage de jeunes Ukrainiens viennent en Europe, viennent dans la zone Schengen en Europe, et notamment en France. Donc nous y travaillons activement, mais encore une fois, ce n'est pas la Crimée qui est l'élément déclencheur. Je pense que la coopération avec les nouvelles autorités, avec la nouvelle équipe dirigeante ukrainienne, va permettre d'avancer beaucoup plus vite que ce n'a été le cas pendant les trois dernières années, depuis décembre 2010. Тут запитання маю. Алина Мосин, Украинские национальные новости. Господин посол, можете ли вы прокомментировать такую ситуацию, которая возникла между автомобильной французской компанией Peugeot и украинской компанией, по-моему, украинской компанией Practica? Je connais la fin de l'histoire. Je connais la fin de la question. Non, la réponse est non, je ne vais pas commenter. C'est une affaire qui est une affaire strictement commerciale et privée, d'ordre privé, sur lesquelles je suis naturellement complètement informé de part et d'autre, mais sur lesquelles je ne veux pas me prononcer. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que les parties en présence, en l'occurrence la compagnie ukrainienne que vous alliez mentionner et la compagnie française Peugeot PSA, sont en discussion, que ces discussions impliquent également le ministère de la Santé, et qui est, comme vous le savez, partie prenante puisqu'il s'agit d'un contrat de fourniture d'ambulance, et que ces discussions avancent. Nous y participons, mais je ne peux pas me prononcer publiquement sur leur contenu. You've mentioned the problems that face Ukraine, and they seem overwhelming in many ways. There's a hostile neighbor who wants to see the government fail, and new leaders have to emerge. Elections are coming up. The treasury is nearly empty. A new system of governance has to be built out of a corrupt past. With all these huge problems ahead, what are the most substantive, important, crucial ways that the EU can help Ukraine? Perhaps let me answer by reminding you what we do expect from Ukraine.
because what I've mentioned so far are measures which the EU is ready to take to help, to assist Ukraine. And thank you for giving me this opportunity, because it must be a shared task. It's not only the EU's task, it's also Ukraine must do its part. What we feared until a few weeks ago, 2 weeks ago, was mostly the separatist threats. It was the priority number one, which you did not mention, and probably rightly so, because now separatist threats have materialized, and we are faced with an attempt to take part of Ukraine, to take away of the territory, the part of Ukraine. What we expect now from Ukraine, I would sum it up in three big parts. One is the de-escalation and disarmament of the military groups, which are still walking around in many cities, including in Kiev. We think that these groups should be disarmed, that there should be a concentration of forces in the official security forces, and the restoration of public order and security. This is, for us now, after the threats of separatism, this is the first priority. And we see that in many places. I was myself the day before yesterday in Dnipropetrovsk, and I saw where public order is maintained, how the atmosphere can be changed. You have in Dnipropetrovsk, and I guess in the region of Dnipropetrovsk, is calm situation, relatively calm, and I would say that this is the result of a conscious and active set of measures and governance also. The second priority which we would set for Ukraine, for our Ukrainian friends, is decentralization. I don't say that because it's a French term. I say that because it's probably one of the problems which Ukraine has faced in the past years, more power for the local powers. And the third priority I would mention today is the fight against corruption. It would not surprise any one of us if I didn't mention that, but I think this is one of the major conditions for a return, first, of economic stability, because financial help will not solve the problems. Financial help from outside will definitely not solve the problems. And two, for the return of direct foreign investment. FDI is vital, is crucial for the development of Ukraine. There is an obvious, blatant lack of infrastructure and a need for development, especially in the regions also, of more capacities, industrial, agricultural capacities. But with the same level of corruption as was the case in the past years, we will never achieve the return of foreign direct investors. I myself, 2 years ago, I used to go around in France and say, well, come to Ukraine, place to do business. Potential is huge, potential, always the same word, potential is huge. Okay, now I can no longer do that because of until these last month, could no longer do that because the level of corruption, the business climate has reached such an awful, disastrous level that we could not advocate and advertise for Ukraine, for Ukrainian economy. Now, what we hope is that a decisive, resolute fight against corruption would enable, the country to be again attractive for investments, for FDI. What we fear is that, and what we see, is that the fight against corruption will be a very long-term process. It will not come in 2 weeks and not come like that. It will come with a resolute, determined and protracted effort on all sides. This is not a question of the temperament of Ukrainians. This is a question of a built-in situation in the system. Everyone has to have recourse to corruption, from the militiaman on the street to the professor at the university and the judge in the tribunal. So this is the system which has to be, the system of governance has to be changed. This fight against corruption
is definitely one of the best, of the most important targets or objectives which the Ukraine has to set for itself. And I think, this will answer your question, and I think that the set of measures, the set of, the organization of the financial assistance which has been proposed by European Union, and which may be, I hope, proposed by the IMF, will be very much, will help in setting a framework for sorting out these three problems and treating these three priorities. There is a task force which is being put in place by the European Union precisely to see where to use what instrument and with what amount of money. What we ask the Ukrainian authorities today is that, contrary to the previous years, the assistance, international assistance, should be demand-driven. We have spent too much money for nothing in Ukraine, with partners who have taken the money and who have not played the game of cooperation. Now we are dealing with partners who don't have yet money, but who are really wanting to have cooperation. This is the only way. They have to express, and I say that, we have said that to the Prime Minister, we have said that to several ministers, and me, my colleagues, the Ambassador of the European Union, and others have said that repeatedly already in the last 2 or 3 weeks, that the help and international assistance should be demand-driven. The Ukrainians have to ask what they want, and we have to discuss with them how best to answer their their wishes, their demands, and to coordinate between all the organizations. I should include the United States, of course, IMF, EU, United States, Canada, and other countries who have expressed a desire to help. Thank you. Пане посол, доброго дня. Спільна ТВ, Андрей Бабей. Вы сказали очень правильные слова и затронули очень важные моменты для развития Украины, для ее будущего. Мы знаем, что московский режим больше всего боится успеха демократии на Украине. Но, как сказал представитель Франции вчера в Совете Безопасности, такое впечатление, что мы говорим обо всем, чем угодно, только не о том, что сейчас происходит, о фактически аннексии, о захвате Украины. Опросы на Радио Свобода также показали, что больше 70, около 75% читателей считают, что Путин не остановится на захвате Крыма, и мы видим эти группировки, и мы слышим путинскую риторику о том, что он собирается защищать население русскоязычное в восточных областях. Не получится ли так? Какую вероятность вы даете в процентах на то, что пока мы соберемся строить новую Украину без коррупции, с развитой экономикой, строить будет нечего? Тут будет такой же точно марионеточный режим, как в Крыму. Спасибо. Alors, pour reprendre votre terme de какую вероятность, c'est un très beau mot, je dirais, d'anticipation en Ukraine. Qui aurait pu penser que le président Yanukovych décide le 15 novembre, puis officiellement le 21 et le 28 novembre de ne pas signer l'accord d'association, alors que depuis 2 ans nous travaillions, les Européens et les autres, à mettre en place les conditions d'un accord d'association. Qui aurait pu penser le 20 février, le 21 février, alors que les chefs de l'opposition parlementaire discutaient avec le président Yanukovych et ses principaux collaborateurs en présence des 3 ministres des Affaires étrangères français, allemands et polonais, qui auraient pu penser qu'une fois que le texte de cet accord aura été signé, la première chose que ferait le président Yanukovych, c'était de prendre un avion pour quitter Kiev et quitter ses fonctions. Nous sommes toujours rattrapés et pris par surprise dans les événements. Alors, donc je ne ferai pas de pronostic sur la suite de ce qui va se passer en Ukraine. Par contre, ce que nous faisons beaucoup ici, c'est de préparer le terrain pour que le scénario que nous redoutons ne se produise pas. Pour que le scénario que nous redoutons, c'est celui que vous évoquez, ne se produise pas. Et pour cela, nous mettons en place, nous assistons, nous voyageons, nous nous déplaçons. Je vous dis, j'étais à Dnipropetrovsk il y a 2 jours, je me suis entretenu avec beaucoup de monde, y compris des responsables. J'étais moi-même en Crimée la semaine dernière, 2 jours avant le référendum. Ça n'a pas aidé beaucoup, mais enfin bon, c'était en tout cas un témoignage. Et je continue à me déplacer, mes collègues le feront aussi. Il faut conforter
les autorités locales, c'est pour ça que je parlais de décentralisation, il faut conforter les autorités locales dans leur action, pour ceux qui veulent rétablir l'ordre. Dans un premier temps, je pense qu'aux oblasts de Donetsk, de Lugansk, de Kharkiv, mais pas seulement. Il faut les conforter, il faut être en contact avec eux pour voir quels sont leurs besoins locaux, et pas uniquement les besoins de l'Ukraine au niveau de Kiev, pour précisément éviter que ce qui s'est passé en Crimée se répète dans ces régions. Donc, non, pas de pronostic, pas de vraisemblabilité ou de probabilité de tel ou tel scénario, mais un travail permanent, intense, pour éviter que les mauvais scénarios se déroulent et pour favoriser les bons scénarios. Агентство «Укрінформ», Василь Короткий. Я б хотів запитати з приводу на вчорашньому засіданні Ради безпеки ООН. Давайте на русском. Є, да, переклад? На русском? На вчорашнем заседании Если Совета... вы говорите по-русски, было бы лучше, да. Ну, постараемся. На вчерашнем заседании Совета Безопасности ООН представитель Франции говорил о том, о дневной манере ведения переговоров в России. Он имел в виду то, что Россия говорит, вот это наше, мы это не обговариваем, а вот это ваше, давайте будем обговаривать. Можете вы объяснить, более рассказать об этих международных переговорах, о том, о чем Россия не хочет вообще говорить, и как вы оцениваете возможность достижения международного урегулирования по Украине? Moi, je dirais que la première chose que nous devons attendre et que nous devons encourager, c'est que nos amis russes acceptent de parler avec les dirigeants ukrainiens. Quand on doit mener des négociations, quand on doit rechercher une sortie de crise dans un problème bilatéral, évidemment qui concerne beaucoup d'autres pays, mais qui est d'abord bilatéral. L'action, après tout, en Crimée a été menée par les Russes, pas par d'autres. La première des choses, la première des conditions, ce serait qu'effectivement, il y ait un dialogue, une reprise du dialogue. Et c'est ce que nous disons aux Russes, dans les différentes enceintes dans lesquelles nous débattons ensemble, c'est qu'il doit y avoir un dialogue sur l'avenir de la relation bilatérale ukraino-russe. C'est probablement ce dialogue qui aidera à trouver les paramètres d'une sortie de crise. Le refus du dialogue, parce que, soi-disant, les nouvelles autorités ukrainiennes ne seraient pas légitimes, ce que nous contestons, le refus du dialogue est certainement une des raisons pour lesquelles nous sommes assez pessimistes sur la perspective d'une sortie de crise rapide.